À partir du 29 juin, la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence se met à l'heure de la philosophie. Et il a un invité de marque, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy que nous recevons aujourd'hui. Alors nous allons parler de la genèse de cette exposition, montée avec Olivier Keplin qui est le directeur de la Fondation MAG, et puis aussi des différentes étapes de cette exposition, puisqu'en fait cette exposition est conçue en station thématique. Alors Bernard-Henri Lévy, parlez-nous de la genèse de cette exposition. Comment est née cette idée farfelue de se mettre peinture et philosophie? Farfelu, c'est un joli mot. Hein. C'est un mot d'André Malraux, qui est un livre de jeunesse de Malraux qui s'appelait Royaume farfelu. Donc je le prends bien. Non, la genèse, elle est simple. C'est Olivier Keplin. C'est lui qui devrait être là pour vous en parler. C'est lui qui a eu l'idée. En effet, que j'ai dû trouver farfelu au départ, faut bien dire, oui. De me donner une sorte de carte blanche, de rassembler les œuvres qui me parlent, qui m'émeuvent à travers l'histoire de l'art. Ensuite, l'idée de le faire autour d'une narration cohérente et réglée, autour de la question de la peinture et de la philosophie, l'idée de raconter une histoire de la vérité en peinture et en philosophie, ça c'est plutôt mon idée, ou en tout cas une idée qui est née dans l'interlocution entre Olivier Keplin et moi. Donc voilà, c'est une idée qui a 2 ans. Olivier Keplin venait d'arriver à la Fondation MAG, et puis on s'est retrouvés en voisin à la Colombe d'Or, puisque moi j'habite Saint-Paul-de-Vence, c'est ma base, c'est ma maison, et l'idée est née ainsi. Confrontation art ancien, moderne et contemporain. Oui, ça pour moi c'est très important parce que je crois que l'art n'a, comme disait autrefois mon maître Althusser, il le disait de la philosophie, mais l'art n'a pas d'histoire, ou en tout cas il s'inscrit dans un temps qui n'est pas le temps ordinaire, qui n'est pas le temps de la vie, de la mort et de la souffrance et des bonheurs des hommes. Il a son histoire singulière. Et donc, quand je vois par exemple la Pietà de Yann Fabre qui a fait scandale à la Biennale de Venise il y a 2 ans, et quand je vois à côté la Pietà de Cosmetura qui est au musée Correr de Venise, la ressemblance est, enfin pas la ressemblance d'ailleurs, l'écho est tellement assourdissant que je ne peux pas ne pas les marier, ne pas les monter ensemble. Lorsque je vois la sublime crucifixion de Bronzino du musée de Nice, que le musée de Nice a la générosité de me prêter, c'est probablement leur chef-d'œuvre, et que je regarde à côté une crucifixion de Basquiat, là encore, il y a tant de choses qui se disent à travers cette juxtaposition que se priver de cette historicité-là, de cette temporalité-là, serait dommage. Donc, ancien, contemporain et moderne. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Est-ce que c'est de trouver des textes de philosophes parlant d'art, ou plutôt des œuvres d'art évoquant des théories ou des grands concepts philosophiques? Aucun n'est difficile. Ce qui est difficile, peut-être, c'est de ne pas se tromper sur les questions philosophiques qui, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, habitent les artistes. Et il y a une expérience d'ailleurs à laquelle je me livre en ce moment qui est très intéressante. Au centre de l'exposition, il y aura des petites vidéos d'1 minute. Dans chacune de ces vidéos, il y a un artiste contemporain qui lit un texte de philo. Bien. Alors, Jeff Koons, par exemple, lit un texte d'Aristote. Marina Abramovic lit un texte d'Antonin Artaud. Olafur Eliasson lit un texte de Maurice Merleau-Ponty, etc., etc. Gérard Garouste va lire un texte du Talmud. Et là, on est au cœur de la question que vous posez, parce qu'il y a eu 3 cas de figure. Il y a des cas où je suis arrivé en disant, c'était par exemple Marina Abramovic, pour moi, vous êtes habité par Antonin Artaud. Elle m'a dit, vous avez raison, pile dans le mille, bravo. Garouste, je viens le voir en lui disant, je voudrais que vous lisiez, j'ai quand même pas dit Saint-Augustin, mais un morceau des actes du concile de Nicée.
Mais il m'a envoyé promener. Oui, bien sûr. Il a déjà travaillé sur le Talmud et c'est ça qui l'intéresse. Il n'en est même pas question, mais même en rêve. Bon, et les libraires aveugles qui sont dans l'exposition disent précisément à quel point la théologie catholique ou le commentaire augustinien du psaume 56 lui fait horreur. Donc là, du coup, discussion, on passe à un fragment du traité Choulin. Jeff Koons, c'est très intéressant. Je voulais qu'il lise un texte sur le sublime tiré de la critique du jugement. Il a une théorie de Jeff Koons selon laquelle le jugement, c'est l'aliénation. Donc le fait que le texte sur le sublime soit tiré d'un livre qui s'appelle La critique du jugement lui a posé un réel problème. Et donc, après une discussion, mais intéressante, discussion philosophique, pas une discussion commerciale ou mièvre, une vraie discussion théorique, on s'est mis d'accord sur un texte d'Aristote sur la matière qui collait avec son travail. Est-ce que tous ces artistes seront présents dans l'exposition? Gérard Garouste, Jeff Koons? Oui, enfin, ils seront tous présents, en tout cas par ces petites vidéos de texte, mais c'est plus que de texte. Jeff Koons, il est filmé lisant Aristote, déambulant dans son atelier, dans cette espèce d'atelier incroyable de beauté et d'intelligence, grand atelier de grands maîtres de la Renaissance, avec des fresques, des assistants qui exécutent le dessin du maître, etc. Donc c'est pas juste lisant, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ils seront présents ainsi. Certains seront présents de deux manières. Garouste est présent à travers une œuvre, Les libraires aveugles, et même deux d'ailleurs. Il y a aussi une Véronique de Garouste. Marina Abramovic sera présente. Mais alors elle, c'est ce qui est passionnant dans une expérience comme celle-ci, c'est que Marina Abramovic elle ne devait être présente que par un texte lu, que par une vidéo, pas par une œuvre. Et puis, en traînant un peu dans son studio, en bavardant, elle me montre des pièces qu'elle vient de terminer et qui sont des têtes de cristal, des têtes de verre hérissées de cristaux, magnifiques. Et je tombe en arrêt devant une de ces têtes. Elle ressemble comme une lointaine petite cousine à la célèbre tête de Marcel Jean, le spectre du Gardénia, qu'elle ne connaissait pas, dont elle n'avait jamais entendu parler. Mais évidemment, pour moi, la coïncidence était si belle que j'ai adjuré. Sauté sur l'occasion et en lui demandant de prêter. Et en effet, on s'est organisé, c'était il y a très peu de temps, donc les délais étaient très courts, on s'est organisé, on a trouvé un collectionneur qui très généreusement a accepté de prêter. Donc voilà, donc ils seront présents, certains des deux manières, d'autres simplement par la vidéo. Alors l'exposition est organisée en 7 stations avec des noms ou des thèmes très importants. Le premier, c'est la tyrannie des ombres, qui rappelle la célèbre fable de Pline l'Ancien, avec cette jeune femme dessinant l'ombre portée de son amant sur le mur. Donc vous faites référence là à une fable très ancienne. Comment est-ce que ça s'illustre et est-ce que chacune de ces stations a une thématique particulière liée à l'histoire? C'est pas tellement lié à l'histoire, lié à la question de la vérité. Parce que vraiment, c'est lié à la question de la vérité et à la question de l'iconoclastie. L'une des grandes questions que j'essaie de suivre à travers cette exposition, c'est de savoir comment l'Occident a traité cette méfiance de principe des images qu'il habite. Tout le monde croit que l'islam est le seul à détester les images et à brûler les manuscrits à Tombouctou, les Bouddhas à Bamiyan. Et il y a d'ailleurs dans l'exposition l'œuvre de Wang Yongping, La caverne de Platon, où on voit des talibans et des moines bouddhistes face à face, ce qui en dit très long. En vérité, c'est bien au-delà de ça. L'Occident tout entier et l'Occident chrétien a un problème avec l'image. Ça, c'est une des thèses de cette... s'il y avait une thèse, mais enfin de cette exposition, c'est que cette iconoclastie est une tendance lourde. Et une tendance lourde qui disparaît et qui revient, qui est comme un courant souterrain qui ressurgit. Et tout ça se fait dans l'interlocution conflictuelle avec la philosophie. Donc ça raconte ça. Cette exposition, j'aimerais qu'elle soit accrochée comme j'aimerais que les gens qui viendront aient l'impression d'écouter une belle histoire,
ou de regarder une sorte de film en images, le plus beau film du monde. Parce qu'un film où vous avez des images de Chirico, des images de Cosmetura, des images de tous ces maîtres de la Renaissance ou de tous ces grands artistes contemporains dont nous venons de parler, c'est autre chose quand même que ce qu'on voit en général dans nos écrans de télévision. Mais c'est un film, c'est une histoire. On va y parler de Socrate, on va parler de Platon, on va parler d'Althusser dans cette exposition. Quelle est la place que vous réservez à la philosophie d'aujourd'hui ? Ça dépend ce que vous entendez par... Les pensées des philosophes actuels, pour être plus précis. Je sais que Guy Debord fait partie, bien évidemment, de l'exposition. Guy Debord, c'est très important. C'était même, pour moi, presque un défi que je me suis lancé. Guy Debord a exposé en 1963 5 anti-tableaux. Dont 2 ont été détruits en 63 à Odense, au Danemark, ont été détruits par une attaque d'un groupe, on appelait ça les FAF à l'époque, de l'extrême droite, qui sont arrivés avec des cocktails Molotov et qui en ont brûlé 2, il en est resté 3. Et ces 3 n'ont jamais été, je crois, montrés ensemble. Un des 3 d'ailleurs étant un recouvrement, un palimpseste d'un tableau de Pino Galizio, qui a été à un moment le héros de Guy Debord. Voilà. Alors ces 3 tableaux-là, grâce à François Le Tailleur d'une part, et grâce au propriétaire du 3e, qui n'est autre que Daniel Buren, et qui m'a fait confiance et qui, avec beaucoup de générosité, me l'a prêté. Plus qu'à la Bibliothèque nationale, alors? Je ne sais pas. En tout cas, ils seront... Parce qu'au même moment, il y a une exposition Guy Debord à la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas s'ils y sont. Moi, je sais en tout cas... Mais vous les avez. Les 3 Guy Debord seront pour la première fois montrés ensemble à la Fondation Mag, ainsi qu'un magnifique Gabriel Pomeran qui a appartenu à Guy Debord et qui a été, qui a toute une histoire aussi. Voilà. Donc, bien sûr, il y a du présent, il y a de la contemporanéité. Il y a le personnage de Derrida à travers 2 peintres. Il y a un portrait de Derrida qui est assez connu de Valerio Adami, et il y en a un autre qui est beaucoup moins connu de Ray Johnson, qui est un peintre américain moins connu, de très grand talent, un des inventeurs du mail art, mais qui là a composé une sorte de collage vraiment très beau et très émouvant, et pour moi ça a quand même été un critère. C'est une exposition dont la plupart des pièces me semble en tout cas à moi émouvante, en hommage à Jacques Derrida. Alors il y a Jacques Derrida à qui ce double hommage est rendu. Et puis à l'inverse, il y a des peintres auxquels les philosophes ont rendu des grands hommages. Par exemple, peintre contemporain très oublié, Cremonini, et oublié à très injuste titre, parce que je pense que c'est un bon peintre. Moi, je le connais pour une raison toute bête, c'est qu'en effet, je suis un peu philosophe, que j'étais l'élève d'Althusser et qu'Althusser m'en parlait et a écrit sur Cremonini. Donc la piste Althusser m'a permis de retrouver la trace de Cremonini et de mettre sous la lumière une très très belle toile de lui. Donc ça marche dans les 2 sens. Eh bien, nous retrouverons Cremonini aussi bien que Basquiat ou que les maîtres anciens à cette exposition qui s'appelle Les Aventures de la Vérité, qui a lieu à la Fondation Mag de Saint-Paul-de-Vence du 29 juin au 6 octobre. Merci.